Bonjour à toutes et à tous. Merci de venir nombreux comme ça, et puis on aura certainement encore quelques retardataires pour nous rejoindre. C'est la seconde conférence que le CE vous propose sur le thème du bien-être et de la santé, en compagnie et animée par Emmanuelle Lerbré, de l'atelier Naturo, qu'elle pourra vous présenter, et où vous pourrez apprendre toutes les astuces pour faire de votre pause déjeuner une pause consistante et au mieux pour votre santé. Une petite info, vous avez peut-être vu pour ceux qui ont réagi au mail de ce matin que nous ferons la première fête des jardins jeudi midi entre 11h30 et 14h au CE Rocade, et où vous pourrez trouver tout ce qu'il vous faut pour reprendre un jardinage mérité de printemps. Et puis juste un petit mot et une pensée pour nos voisins belges qui connaissent aujourd'hui ce qu'on a traversé aussi sous les coups des terroristes et de ces actes monstrueux. Voilà, ce qui ne nous empêche pas, nous, de continuer au mieux. Merci. Alors bonjour à tous, merci d'être là, vous êtes nombreux. Donc, je m'appelle Emmanuelle Lerbré, je suis naturopathe, animatrice en cuisine diététique bio. On va passer une petite heure ensemble. L'idée, c'est que pendant 45 minutes, je vais vous faire un exposé sur cette pause déjeuner. Et puis, après, dans les 15 dernières minutes, je répondrai volontiers à vos questions. Alors, le déjeuner, c'est pour la majorité d'entre nous un repas qu'on va prendre à l'extérieur. Et c'est souvent un repas qu'on va un petit peu sacrifier parce qu'on est pressé. C'est souvent le repas dont on dit on va le prendre sur le pouce. Il est aussi, étant donné qu'on le prend à l'extérieur, souvent soumis à des contraintes budgétaires. Et aussi, quand on dit on mange vite fait, bien fait, eh bien, c'est souvent une tentation d'aller vers un petit peu ce qu'on appelle la malbouffe, c'est-à-dire quelque chose de rapide et pas forcément intéressant pour notre santé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le déjeuner, c'est quand même 40% des apports caloriques de la journée. Et puis, il faut à la fois qu'il soit évidemment reconstituant pour favoriser l'énergie et pas trop lourd pour être bien digéré. Alors, ce que j'entends souvent de la part des gens, c'est que tout de suite après le petit déjeuner, il y a le gros coup de pompe, on irait bien faire une bonne sieste. Alors ça peut être en lien, par exemple, avec un problème de digestion des graisses, et notamment le foie et la vésicule biliaire qui sont un petit peu paresseux. Donc voilà, quand vous avez ce coup de pompe-là, peut-être il faut aller voir de ce côté-là. Et puis on a aussi des gens qui disent « Ah oui, mais alors 1 heure après manger, ça va pas, j'ai à nouveau faim ». Et ça, on verra, je vous l'expliquerai tout à l'heure, c'est souvent lié à ce qu'on appelle des hypoglycémies. Alors, dans la première partie, on va revenir aux fondamentaux et on va se poser la question à quoi ça sert de manger et qu'est-ce qu'il faut manger, de quoi on a besoin. Donc manger, c'est bien évidemment un acte naturel qu'on pratique chacun à notre manière, en moyenne 3 fois par jour, mais de façon plus ou moins consciente. Aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a un lien très important entre l'alimentation qu'on prend au quotidien et notre santé. Donc la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on doit manger et quel choix on doit faire dans l'offre alimentaire qui est de plus en plus abondante dans à la fois les rayons de nos supermarchés et puis dans les restaurants ou ce qu'on peut appeler communément restaurant. Alors je vais vous proposer une petite minute de philosophie avec cette citation de Blaise Pascal qui dit « Car enfin, qu'est-ce que l'homme dans la nature ? Un néant à l'égard de l'infini, un tout à l'égard du néant, un milieu entre rien et tout. » Si on réfléchit quelques secondes, on sait que l'homme, il est entre l'infiniment grand, donc l'infiniment grand, ça va être le cosmos, l'univers, et puis l'infiniment petit, c'est-à-dire les atomes, et encore plus petits que les atomes, les quarks.
Donc au final, c'est vrai que quand on pense à cette notion qu'on est entre les deux infinis, hein, c'est-à-dire que 7 millions d'années après notre apparition sur cette Terre, eh bien nous, êtres humains, on fait partie intégrante de la nature. Et ça, on a peut-être tendance un petit peu à l'oublier dans notre quotidien. Alors, qui sommes-nous, ou plutôt que sommes-nous ? Eh bien, vous êtes constitués d'atomes. Les atomes se sont liés entre eux pour constituer des molécules. Ces molécules ont constitué des cellules. Ces cellules s'assemblent entre elles pour former ce qu'on appelle des organes ou des tissus. Et puis, de tout ça, ça fait un être vivant, donc des êtres humains. Et on va plus particulièrement s'intéresser à la cellule. Ce qu'il faut savoir, c'est que la cellule, c'est la particularité du vivant, c'est-à-dire que tout être vivant est composé au minimum d'une cellule. Pour notre part, on est environ constitué de 10 000 milliards de cellules qui sont elles-mêmes alimentées par 10 000 kilomètres de vaisseaux sanguins. Alors, c'est des chiffres assez vertigineux. Alors finalement, ce sang qui nous parcourt en permanence, il sert à quoi ? Il sert, alors le sang artériel, il va servir à transporter les bons nutriments, hein, donc tout ce qui va venir de votre alimentation et puis l'oxygène. Et puis le sang veineux, en gros, c'est l'éboueur, c'est lui qui va transporter vos déchets et les amener vers les organes d'élimination. Et puis, le fonctionnement de vos cellules, ça s'appelle tout simplement le métabolisme. Et ce mot, on le retrouve beaucoup aujourd'hui, on entend beaucoup parler des maladies métaboliques ou des syndromes métaboliques. Et en général, là-dedans, on va retrouver le surpoids, l'hyperlipidémie avec souvent trop de cholestérol ou trop de triglycérides, de l'hypertension artérielle. Voilà, c'est un petit peu... Et puis... malheureusement en pleine émergence, le diabète de type 2, hein, qui sont souvent quand même des troubles, des pathologies en lien direct avec l'hygiène de vie et en particulier l'alimentation. Donc au final, qu'est-ce que ça veut dire se nourrir, s'alimenter ? Eh bien c'est tout simplement donner à chacune de nos cellules ce dont elle a besoin pour fonctionner. Donc c'est aussi simple que ça. C'est vrai qu'on n'en prend peut-être pas suffisamment conscience à chaque fois qu'on se met quelque chose dans la bouche. Alors, imaginons sur ce dessin que vous avez une de vos cellules et que cette cellule, ça va vous parler, c'est une petite usine. Alors, l'usine, elle doit d'un côté pouvoir fabriquer des produits élaborés, et de l'autre, fabriquer de l'énergie. Et puis, bien évidemment, pouvoir éliminer un certain nombre de déchets. Alors, en ce qui nous concerne, les produits élaborés, ça va être des hormones, des anticorps, des neurotransmetteurs, des nouvelles cellules, pour pouvoir nous réparer et nous régénérer perpétuellement. L'énergie, ça, vous savez de quoi il en retourne. Et puis, les déchets, effectivement, par exemple, vous savez que quand vous mangez de la viande ou des protéines, eh bien, on peut, un des déchets qui est issu des protéines, ça va être par exemple l'acide urique. Donc, on a vu ce que notre usine pouvait fabriquer, de quoi elle devait se débarrasser. Maintenant, on va voir de quoi elle a besoin pour pouvoir fabriquer tout ça. Alors, vous savez très bien qu'on ne peut pas vivre longtemps sans eau et sans oxygène, encore moins sans oxygène. Donc, évidemment qu'on a besoin de ces deux matériaux-là. Et puis après, on va avoir besoin de matières premières et, on va dire, de combustibles. Alors, il y a 3 catégories de matières premières. Ce sont les glucides, donc plus communément tout ce qui est dans la famille des sucres, les féculents, etc. Les lipides, qui sont la grande famille des graisses, hein, dans laquelle on peut mettre évidemment les huiles, les produits laitiers, les charcuteries. Et puis les protéines, dont on a souvent tendance à penser qu'elles ne sont issues que des produits animaux, comme la viande et le poisson. Il y a évidemment les œufs, mais sachez qu'il y a aussi des protéines dans les végétaux, et notamment un aliment qu'on consomme très peu chez nous en Occident, qui est le soja, qui est une excellente source de protéines.
Alors vous imaginez bien que si ce matin on livre dans l'usine 3 camions bennes avec sur un des glucides, sur l'autre des lipides et sur l'autre des protéines, eh bien pour pouvoir transformer toutes ces matières premières en hormones, en anticorps, en neurotransmetteurs, il va falloir des petites mains. Et bien ces petites mains, c'est les ouvriers et les contremaîtres. Et les ouvriers et les contremaîtres, dans notre alimentation, ce sont les vitamines, les minéraux et les oligo-éléments. C'est-à-dire que, typiquement, si vous mangez du sucre tout nu, et que vous n'avez, par exemple, je vous prends l'exemple du sucre, si vous n'avez pas de magnésium et de vitamine B, vous ne pourrez pas, ou en tout cas difficilement, le transformer en énergie. Donc déjà, c'est une première piste pour que vous compreniez peut-être pourquoi aujourd'hui on mange de plus en plus et au final on a de moins en moins d'énergie. Alors, voici un schéma un petit peu grossier de la composition d'un aliment. Donc un aliment, il doit être composé de calories. Donc les calories, on les a vues, les glucides, les lipides et les protéines. Mais autour de ces calories, on doit avoir effectivement de l'eau, des vitamines, ces fameux qu'on appelle nutriments, donc oligo-éléments et minéraux. Et puis, ça c'est spécifique aux végétaux. Les végétaux vont nous apporter également des fibres. Alors les fibres, elles n'ont pas un apport calorique. D'ailleurs, j'ai envie de dire, on ne les digère même pas. Mais elles vont avoir un rôle très important pour notre santé intestinale d'une part. Et puis d'autre part, les fibres, en gros, c'est des éponges à sucre et à graisse. Donc dans tous les cas de surpoids, d'hypercholestérolémie ou de diabète, une alimentation riche en fibres est absolument indispensable. Et puis autre chose que nous apportent les végétaux, que ce soit les légumes ou les fruits, eh bien, c'est ce qu'on appelle les phytonutriments. Alors, les phytonutriments, ça ne vous dit peut-être rien, mais si je vous parle d'antioxydants, tout le monde en a entendu parler. En fait, ce sont des petites substances que les végétaux vont fabriquer pour se défendre. C'est un petit peu comme si c'était leur système immunitaire. C'est-à-dire que plus une plante, un végétal, un fruit, un légume, va pousser de façon naturelle, donc ça veut dire pas avec des engrais, etc., plus elle va être soumise à des contraintes météorologiques, du vent, de la pluie, trop de soleil, des insectes, etc., plus elle va être obligée de se défendre toute seule et développer donc toutes ces petites substances qu'on appelle phytonutriments ou antioxydants. Et aujourd'hui, on sait que ces substances, elles sont extrêmement bénéfiques pour notre santé, puisque en fait, un antioxydant, c'est quoi? C'est une substance qui s'oppose à un radical libre. Alors les radicaux libres sont des molécules extrêmement méchantes, très actives, qui vont d'une part accélérer notre vieillissement, mais qui vont aussi altérer les membranes de nos cellules et qui peuvent aller jusqu'au cœur du noyau de notre cellule et altérer notre ADN. Donc c'est très important d'avoir aussi une alimentation riche en antioxydants et donc par conséquent riche en végétaux. Alors voilà à peu près le portrait d'un aliment de notre alimentation moderne. Vous voyez que la portion de calories, elle est devenue très très importante, c'est-à-dire qu'en gros, on a une alimentation qui est riche en sucre, en graisse, souvent des mauvaises, et puis d'une manière générale, on a tendance à consommer beaucoup trop de protéines. Vous voyez aussi que la part de l'eau a augmenté. Pourquoi? Parce que d'abord, les légumes qui sont poussés, qui sont forcés, ils ont effectivement peu de vitamines, peu de minéraux, peu d'antioxydants et souvent beaucoup d'eau. Et puis que de toute façon, dans les process de fabrication des aliments dans l'industrie agroalimentaire, rajouter de l'eau, c'est super, ça coûte pas cher et ça fait de la matière. Par contre, vous voyez que les vitamines, les minéraux, les phytonutriments et tout ça, voilà, c'est un petit peu peau de chagrin. Et puis par contre, il y a quelque chose qui apparaît aussi en énorme, je l'ai mis en rouge pour que tout le monde en prenne bien conscience, eh bien c'est les additifs. Alors dans les additifs, on va retrouver tous les colorants, les émulsifiants, les exhausteurs de goût. Tout ça, nous n'en avons pas besoin. Donc non seulement
Souvenez-vous du schéma de la petite cellule, là. La cellule, elle n'en a pas besoin, mais en plus de ça, ça va au mieux la polluer, voire l'intoxiquer, voire potentiellement déclencher des maladies. On sait aujourd'hui qu'il y a quand même un certain nombre d'additifs qui sont soupçonnés potentiellement cancérigènes et autres. Donc, pardon, je ne sais pas pourquoi celle-ci est différente. Donc, notre alimentation moderne est riche, on a dit, en glucides, en lipides, en protéines. Et là, je voulais vous parler plus particulièrement de la famille des glucides et d'une notion que vous avez peut-être entendu parler, qui est la notion d'index glycémique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'index glycémique ? Tout le monde sait que donc, quand vous allez faire une prise de sang et qu'on veut mesurer votre glycémie, vous y allez en général le matin à jeun. Et puis, la glycémie, c'est votre taux de sucre dans le sang. Donc, en général, quand on a une glycémie normale, elle est entre 0,8 et 1,2. J'ai envie de vous dire, l'idéal, c'est quand même d'être entre 0,8 et 1. Selon ce que vous allez manger, ça va plus ou moins faire grimper votre glycémie. Alors, l'index glycémique d'un aliment, c'est la rapidité avec laquelle cet aliment va faire grimper votre taux de sucre dans le sang. Alors, à une certaine époque, on parlait des sucres lents et des sucres rapides. Donc, typiquement, on disait tout ce qui était bonbons, gâteaux, en gros, tout ce qui avait le goût sucré, c'était des sucres rapides. Et puis, par contre, quand on mangeait du pain, des pommes de terre, des pâtes, c'était des sucres lents. Sauf qu'aujourd'hui, ça, c'est une notion qui est complètement caduque. Pourquoi ? Parce que si on mesure l'index glycémique de ces aliments, donc en l'occurrence la pomme de terre, le pain, les pâtes, eh bien, on se rend compte que l'index glycémique est élevé. Alors, vous le voyez, c'est dans la fenêtre rouge. Eh bien, on va retrouver le pain blanc, le pain de mie, les galettes de riz, le riz blanc, les pizzas, les hamburgers, les pommes de terre, les frites, évidemment les sodas, les pâtes. Alors, vous voyez qu'à chaque fois, j'ai mis pain blanc, pâte blanche, etc. Pourquoi ? Parce qu'on est sur des céréales qui ont été raffinées. Et donc, le raffinage, c'est quoi ? C'est le fait d'avoir enlevé les différentes enveloppes autour, par exemple, d'un grain de blé. Et du coup, on ne garde que le centre de la graine. Le centre de la graine, ça s'appelle l'amande. Et cette amande, elle est constituée majoritairement d'amidon. Donc, l'amidon, c'est quoi ? C'est une grosse molécule de glucose. Donc, c'est du sucre. Et d'une protéine dont vous avez tous entendu parler, qui s'appelle le gluten, et qui est une protéine franchement pas intéressante pour notre santé. Donc quand vous mangez du pain blanc, des pâtes blanches, etc., eh bien en gros, vous mangez du sucre. Alors, vous voyez la courbe rouge. Donc qu'est-ce qui va se passer quand on mange un aliment avec un index glycémique élevé ? Eh bien très rapidement, alors en bas, vous avez la durée, donc une demi-heure, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, etc. Quand vous consommez cet aliment, très rapidement, donc le sucre, les glucides de cet aliment vont passer dans le sang. Vous allez faire ce qu'on appelle une hyperglycémie. Vous voyez que vous pouvez monter jusqu'à un 6, un 8. Qu'est-ce qui se passe quand on a trop de sucre dans le sang ? Ça ne doit pas rester comme ça. Parce que si ça reste comme ça, le corps n'a pas la faculté d'évacuer ce sucre, potentiellement, c'est qu'on est en train de devenir diabétique. Donc, le pancréas va faire intervenir une hormone dont vous avez tous entendu parler, qui est l'insuline. Et le boulot de l'insuline, c'est de ramener votre glycémie à la normale, donc de faire baisser ce taux de sucre dans le sang. Donc, toutes les cellules qui ont besoin de ce sucre vont être approvisionnées. Alors, si vous avez une activité physique importante, que vous avez un métier physique ou que vous partez courir, etc., pas de problème, mais globalement, la plupart d'entre nous, on a des métiers très sédentaires, on est les fesses sur une chaise devant un ordinateur. Donc, ce sucre, il va falloir en faire quelque chose. Donc, le sucre excédentaire, il est stocké, sous une forme qu'on appelle le glycogène, qui est une forme de réserve qu'on va mettre dans le foie et dans les muscles. Il faut savoir que ce glycogène, au bout de quelques années, ça va vous faire le foie gras, comme les oies et les canards. Ça s'appelle la stéatose hépatique. Et puis le reste de ce sucre,
eh bien, il va falloir le stocker quelque part, et donc le sucre est stocké dans les cellules adipeuses, les adipocytes. Donc, un excès de sucre vous fait grassir. Hein, je ne dis pas grossir, je vous dis grassir. Vous voyez dans la ligne... Alors, pardon, je termine sur la courbe rouge. Donc, vous êtes en haut, vous faites une hyperglycémie, donc sécrétion d'insuline, stockage des sucres excédentaires. Et puis, qu'est-ce qui va se passer environ 2 heures après? Vous faites ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle. Alors, quand vous êtes en bas là, de la courbe, qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas bien. Manque de concentration, fatigue, coup de barre. C'est ce que je vous disais au début, c'est-à-dire que quand vous déjeunez et qu'une heure et demie ou 2 heures après, vous avez cette sensation de faim, c'est certainement que vous êtes en hypoglycémie. Alors, pour ne pas faire, on va dire, le tour de manège et les montagnes russes, comme on le voit sur cette courbe rouge, eh bien, il va falloir manger des aliments avec des index glycémiques bas. Et donc, ces aliments, ça va être les aliments complets. Donc, plutôt du pain complet, des pâtes complètes, du riz complet ou semi-complet. Pourquoi? Parce que le fait que la graine soit entourée de ces différentes enveloppes, eh bien, ça va diminuer l'assimilation du sucre au niveau intestinal. Donc, le sucre ne va pas faire grimper, les glucides ne vont pas faire grimper votre glycémie aussi rapidement. Donc, c'est un peu une fausse croyance que de dire « je mange des sucres lents, des pâtes, des pommes de terre ». Voilà, ça, il faut vraiment se l'enlever de la tête parce que ce n'est plus du tout comme ça qu'on apprécie les glucides. Et donc, dans les aliments qui ont un index glycémique bas, donc on a les aliments complets, on a toute la famille des légumineuses qu'on a tendance à bouder, tout ce qui est lentilles, pois chiches, haricots secs. Hein. Tout ça, ça va vous rassasier et ça ne vous fera pas, ça ne vous provoquera pas de pic d'insuline. Et puis évidemment, on a tous les fruits et les légumes, donc voilà encore une raison pour en manger à tous les repas. Et puis les graines dites oléagineuses, hein, c'est tout ce qui est amandes, noisettes, noix du Brésil, noix de cajou, etc. Alors, en gros, pendant des millions d'années, l'alimentation humaine n'a absolument pas évolué. Et puis, en moins d'un siècle, l'homme, nous avons totalement défiguré notre équilibre alimentaire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut dire que les cuisinières en chef, c'est un petit peu l'industrie agroalimentaire et l'agriculture intensive. Donc, vous le voyez sur cette balance, eh bien, on a une augmentation des calories et de la chimie avec plus de sucre, plus de gras, plus d'additifs, plus de sel. Et puis, on a une baisse de la densité nutritionnelle avec moins de vitamines, de minéraux, de fibres, etc. Ça donne une alimentation extrêmement acidifiante, pro-inflammatoire, c'est-à-dire qui va entretenir et favoriser les processus inflammatoires qui sont eux-mêmes, qui donnent naissance à pas mal de pathologies. Et puis, ça donne une alimentation carencée, c'est-à-dire que c'est un petit peu le paradoxe de nos pays modernes et industrialisés, c'est-à-dire que d'un côté, on a une surcharge nutritionnelle et de l'autre côté, on a quelque part une malnutrition puisque on a tous ces calories, mais qui sont vides de nutriments. Donc, les plus grandes carences qu'on va trouver dans nos pays, ça va être le magnésium, l'iode, le zinc, les vitamines, en l'occurrence la vitamine B, la vitamine D, très importante, dont on sait aujourd'hui qu'on la connaissait surtout pour son rôle dans l'assimilation et la fixation du calcium. Aujourd'hui, la vitamine D a un rôle extrêmement important dans le système immunitaire. Donc, je ne sais pas si la plupart d'entre vous font doser ou que leurs médecins, vos médecins vous font doser votre vitamine D, mais c'est très important de savoir où on en est et surtout de se supplémenter régulièrement. Et puis, on est tous aussi en carence de fameux acides gras oméga 3 que l'on ne trouve que dans notre alimentation, dans les petits poissons gras, style sardines, harengs, maquereaux, et dans des huiles un petit peu particulières comme l'huile de colza, l'huile de cameline, l'huile de chanvre, l'huile de noix. Bon, je ne vais pas revenir dessus, vous avez la liste des bons nutriments, donc c'est toutes les vitamines, les minéraux. Juste un mot sur les antioxydants. Donc, les antioxydants, il y en a plein. Les plus connus, dont on parle le plus, c'est les polyphénols et le bêta-carotène. Quel est l'indice pour reconnaître si un aliment est riche ou pas
en antioxydant, eh bien, c'est sa couleur. Si vous vous tachez les mains avec de la betterave, avec du potimarron, avec du curcuma, vous pouvez être sûr que c'est riche en antioxydants parce que la plupart des antioxydants sont des pigments. Donc bon, c'est un peu des fois pénible parce qu'on tâche nos ustensiles, on se tâche les mains, mais c'est signe que voilà, vous avez des aliments intéressants. Donc d'une manière générale, on va manger plutôt des aliments frais, des aliments bruts qui sont au plus proche de leur état naturel, donc des fruits et des légumes de toutes les couleurs, des céréales donc plutôt complètes. Là aussi, j'amène une précision. Quand vous mangez une pomme, une poire, qui n'est pas d'origine biologique, vous la lavez ou vous l'épluchez. Ça permet d'enlever, de ne pas consommer les produits phytosanitaires qui vont être dans la peau. Quand vous mangez du pain complet, non bio, le grain de blé, il n'a pas été lavé avant d'être moulu. Donc ça veut dire que là, vous allez avoir une concentration de pesticides. Donc c'est important quand même d'aller, si on va vers le complet, d'aller vers des céréales complètes bio. Donc les fameux légumes secs dont on a parlé tout à l'heure, les huiles vierges de première pression à froid. Pourquoi ? Parce que là encore, le mode de fabrication des huiles industrielles consiste à chauffer et du coup, eh bien, on va, pour certains acides gras, les hydrogéner et les transformer en graisses trans, donc toxiques. Des graines oléagineuses. C'est bon pour la santé, ça ne fait pas grossir, ce sont des bonnes graisses avec plein de fibres, plein de minéraux dedans. Et puis, si possible, bien, des élevages et de l'agriculture respectueuse. Alors, ça peut être du bio, ça peut être du label rouge, ça peut être du raisonné. En tout cas, essayer d'aller vers des bons produits, des produits nobles. Alors, à quoi ressemble un repas idéal ? Un repas idéal, ce serait d'avoir donc, dans le même repas 2 portions de légumes. Idéalement, une portion de cru, une portion de cuit. Évidemment, une protéine qui peut être viande, poisson, œufs, produits laitiers ou pourquoi pas soja. Et puis une portion de féculents, donc pâtes, riz, pain, légumes secs et pourquoi pas terminer par un fruit qui serait cru ou cuit. Là où j'insiste, c'est qu'on doit avoir 2/3 de légumes verts et 1/3 de féculents dans son assiette. Donc ce n'est pas l'énorme assiette de frites avec la feuille de salade qui fait joli sur le côté. Idéalement, c'est plutôt une assiette de salade avec quelques frites pour se faire plaisir. Bon, on est dans le repas idéal. Après, voilà, il peut y avoir des exceptions qui ne confirment pas la règle. Alors, maintenant, on va voir comment on s'en sort selon l'endroit où on doit déjeuner pour essayer de faire un déjeuner qui soit, d'un point de vue équilibre nutritionnel, correct. Alors, le self ou le restaurant d'entreprise, bien souvent, c'est quand même l'endroit idéal puisqu'on a le choix. Donc, idéalement, on peut commencer par des crudités. Quand je parle de crudité, donc c'est pas la salade pommes de terre hareng. Et puis, idéalement, on évite toutes les sauces. Alors, le pire, vous savez, c'est les sauces qui sont dans les petits sachets un peu voilà, moelleux comme ça, ou dans les espèces de distributeurs à pompe, où là, en général, ce qu'il y a dedans, c'est pas terrible. Alors, je ne pense pas que l'huile de colza soit forcément encore bien répandue dans les restaurants d'entreprise, mais à ce moment-là, aller plutôt vers un assaisonnement avec de l'huile d'olive, dont on sait qu'elle est bonne pour la santé, elle fait partie du fameux régime crétois. Et puis, vous pouvez mettre un peu de vinaigre, un peu de citron, un peu de sel, mais vraiment éviter toutes les sauces industrielles. Protéines, viande, poisson, œufs, essayez d'aller là aussi vers quelque chose de plutôt nature. Pourquoi ? Parce que souvent, dans la restauration collective, les sauces, c'est souvent fabriqué à base de poudres qui sont mélangées, etc. Donc, sans doute pas de bonnes choses dedans. Et puis, la fameuse ration de légumes verts, 2/3 de légumes verts pour 1/3 de féculents. Je rappelle qu'un légume vert n'est pas forcément un légume qui a la couleur verte. Un poivron rouge est un légume vert.
Une tomate, alors la tomate c'est encore pire parce que non seulement elle est rouge et en plus, dans le terme, enfin, d'un point de vue botanique, c'est un fruit. Enfin, une tomate est considérée comme un légume vert. Et puis, au niveau du dessert, on peut alterner entre des fruits frais, des fruits cuits qui peuvent être sous forme de compote ou des yaourts. Petite précision en ce qui concerne les fruits frais et crus en fin de repas sont très indigestes. Un fruit se digère très vite en 30 minutes. Donc normalement, vous le mangez, il passe très vite et il se retrouve dans l'intestin. Si vous prenez un fruit sur un estomac qui est plein d'une entrée, d'un poisson, d'une viande et d'un féculent, le fruit va être un peu, on va dire, sur la liste d'attente au niveau de la digestion. Et ça, en général, ça ne se passe pas bien. Ça provoque des fermentations. Et des fermentations, en général, ça provoque des ballonnements. Donc, il y a certaines personnes qui ont des gros systèmes digestifs très performants et ils mangent des fruits en fin de repas, ça passe comme une lettre à la poste. Mais chez certaines autres personnes, ce n'est pas toujours évident. Alors, la salade, ça c'est pratique. À condition qu'on y mette tout ce dont on a besoin. Notamment, il y a pas mal d'enseignes qui se développent de bars à salade où vous pouvez composer vous-même votre salade. Donc ça, c'est plutôt un bon compromis. Donc il va falloir mettre une base de céréales qui va donc jouer le rôle de féculents, donc qui peuvent être des pâtes, du riz, du quinoa, du sarrasin. Bon, c'est souvent des pâtes ou du riz, hein, soyons lucides. Ensuite, on va y ajouter bien évidemment des légumes, alors qui peuvent être râpés ou émincés. On va y ajouter une protéine animale, qui peuvent être des dés de jambon, de poulet, de poisson, ça peut être aussi des crevettes. Mais aussi, pourquoi pas, s'il y a des adeptes, on peut aller vers du tofu. Ou alors, on peut faire une salade dite végétalienne, c'est-à-dire sans aucune protéine animale. Et auquel cas, pour avoir une protéine complète, on va adjoindre à notre céréale, donc à notre pâte, notre riz, etc., une légumineuse. Donc, par exemple, riz, lentilles, ça vous fait une protéine complète. On ne se prive pas de tout ce qui est aromates et condiments parce qu'on sait qu'ils ont des vertus diverses et variées pour la santé. Hein. Et puis les épices aussi, hein. Je parlais tout à l'heure du curcuma, mais le gingembre, tout ça, ça va avoir des effets antioxydants digestifs. Et puis là aussi, on va soigner l'assaisonnement en utilisant, là encore, une très bonne huile. Alors, l'idéal, c'est d'avoir de l'huile de colza. Faute de mieux, de l'huile d'olive avec du citron, du vinaigre de cidre, ou pourquoi pas, pour donner une touche exotique à votre salade, à la place du vinaigre, vous pouvez mettre de la sauce soja et pourquoi pas des petites graines de sésame qui vont vous faire un petit peu voyager. Alors, évidemment, l'incontournable du déjeuner sur le pouce, c'est le sandwich. L'élément majeur du sandwich, c'est le pain. Donc, si on veut se faire un sandwich équilibré et, entre guillemets, diététique, il va falloir particulièrement soigner le choix du pain. Le pain idéal, là encore, hein, ça ne se trouve pas forcément à tous les coins de rue, le pain idéal, c'est un pain complet, bio, au levain. Alors pourquoi au levain ? Tout simplement parce que le levain va apporter une fermentation lente et du coup ça va faire que ces fameuses protéines, notamment de gluten, dont on sait qu'aujourd'hui elles peuvent créer des troubles digestifs, ça va permettre de les prédigérer et du coup de faire que votre pain soit beaucoup plus digeste. Donc, pain idéal, pain bio au levain. On trouve aussi maintenant assez facilement en supermarché ce qu'on appelle du pain noir allemand, qu'on trouve aussi sous le nom de Pumpernickel ou Volkenbrot, qui est un pain 100% seigle, qui est plutôt un pain intéressant parce qu'il a un index glycémique très bas. Donc, ça va vous éviter de faire les montagnes russes. Plutôt que de mettre du beurre ou de la mayonnaise, on peut mettre une purée végétale. Donc on peut mettre de l'houmous, on peut mettre de la tapenade, du caviar d'aubergine, du guacamole, du pesto. Hein. Ça peut donner très bon goût à votre sandwich. On y ajoute évidemment une protéine incontournable. Donc on n'est pas obligé de mettre 2 protéines. Hein. Souvent le jambon beurre, on a du mauvais pain, du beurre, du jambon et du fromage. Bon, ça manque cruellement de légumes dans ce type de sandwich.
Donc protéines, et puis enfin, on va... alors le plus facile à mettre, à glisser dans un sandwich, c'est les feuilles. Donc ça peut être des feuilles de salade. Alors la roquette, c'est toujours sympa parce que ça a un petit goût poivré qui va donner du goût à votre sandwich. On peut mettre du cresson, on peut mettre des épinards. C'est vrai qu'on ne pense pas toujours à manger les épinards crus, c'est très bon. Et puis, si vous avez la chance d'en trouver, du pourpier. Le pourpier est une plante sauvage qui a la particularité d'être très riche en acides gras oméga 3, ce qui est assez rare dans les végétaux. D'une manière générale, au restaurant. Alors, souvent, on arrive au restaurant, on est affamé parce que, justement, on n'a pas pris le bon petit déjeuner qu'il fallait. On déjeune tard, et puis il y a du monde, donc on attend. Et il y a quelque chose d'irrésistible au centre de la table, c'est la corbeille de pain. Donc, inutile de vous dire qu'en général, c'est du mauvais pain, c'est du pain blanc qui va vous apporter rien d'autre que peut-être de vous faire une hypoglycémie vers 15h30. Donc, évitez de vous bourrer de pain, et la meilleure chose à faire, c'est d'aller boire un grand verre d'eau, parce que c'est vrai qu'on ne le dit pas assez, on s'hydrate en général pas assez, et que finalement, l'hydratation, elle est bénéfique entre les repas. Alors, on peut boire pendant les repas, mais c'est quand même mieux de s'hydrater entre les repas. Donc, on peut commencer, j'allais dire, son repas par un grand verre d'eau. Ensuite, on va privilégier les viandes et les poissons plutôt nature que les plats en sauce. Et puis, alors je sais qu'au restaurant, c'est pas toujours évident d'appliquer le fameux 2 tiers, 1 tiers, c'est-à-dire 2 tiers de légumes, 1 tiers de féculents, mais essayez au moins d'avoir une assiette avec la moitié légumes, la moitié féculents, en sachant que votre légume peut être tout simplement une salade verte. Des fois, il ne faut peut-être pas aller chercher la complication. Et puis au niveau des desserts, évidemment, évitez tout ce qui est pâtisserie à base de crème, etc., parce qu'il y a beaucoup de gras, beaucoup de sucre. Allez plutôt vers des desserts à base de fruits. Le restaurant chinois. Alors, dans le restaurant chinois, idéalement, on peut commencer par une salade ou une soupe. Limiter au maximum les fritures. Alors vous savez, tout ce qui est nems, beignets, etc. Parce que qui dit friture dit mauvaise graisse. Et puis souvent, en fait, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de galettes de riz, et puis qu'au final, au milieu, il n'y a pas grand-chose à manger. Il y a souvent aussi beaucoup de porc dans la cuisine des restaurants chinois. Le porc, c'est une viande extrêmement grasse avec des mauvaises graisses. Donc, limitez au maximum ces 2 ingrédients. Attention aux plats en sauce. Peut-être vous avez, peut-être certains d'entre vous le vivent, ou en tout cas en ont entendu parler. On appelle ça le syndrome du restaurant chinois. Il faut savoir que souvent, vous constatez que les sauces, elles sont un peu filantes, comme ça, un petit peu épaisses. Et en fait, on rajoute dedans du glutamate pour donner cet aspect-là. Le glutamate est une sorte d'émulsifiant. Et aujourd'hui, on sait que ça fait partie des émulsifiants qui sont neurotoxiques. Donc certaines personnes plus sensibles que d'autres peuvent, en allant manger au restaurant chinois, se déclencher une migraine terrible quelques heures. En général, ils le savent, ils identifient assez vite. Sachez que le glutamate, il y en a aussi dans toutes les soupes style Royco, vous savez, soupe instantanée. Donc lisez bien les étiquettes. Et puis, d'une manière générale, dans la cuisine chinoise, ça fait partie de la cuisine avec les 5 éléments. Il y a souvent aussi beaucoup de sucre. Donc, les sauces sont quand même un petit peu sucrées et puis un petit peu visqueuses, dues au sucre qu'ils rajoutent et au glutamate. Donc, on va aller plutôt vers du riz basmati que du riz sauté, qui lui aussi est souvent sauté avec de la graisse, etc. Ou, idéal, les légumes. Et puis, même si je sais que c'est tentant et que c'est bon, la bière, sachez que la bière a un index glycémique extrêmement élevé. Pour vous donner une idée, l'index glycémique de référence est le glucose. Le glucose est à 100 et la bière est à 110. C'est-à-dire que quand vous buvez une bière, c'est pire que si vous buviez du sirop de glucose, quoi. Donc, au niveau de votre glycémie, c'est pas très intéressant. Et puis, les fameux nougats, c'est ni plus ni moins que des petits cubes de sirop de glucose, donc de sucre. Alors, le japonais. Le japonais, c'est très à la mode. Alors,
Là, attention, je vous parle du japonais versus chaîne à sushi. Hein. Il existe de très bons restaurants japonais où d'ailleurs on ne mange pas que des sushis, où il y a tout un tas d'autres plats qui sont servis. Mais c'est vrai que le sushi, c'est à la mode. On en trouve même maintenant, on va chez Dailymonop, on a des barquettes de sushi qu'on peut s'acheter comme ça. Alors, sachez que le riz à sushi a un index glycémique élevé. Donc, hop, on monte, on descend. Première chose. Ensuite, il y a la qualité des poissons. Malheureusement, quand on est dans ce genre de resto, de chaîne industrielle, il ne faut pas s'attendre à avoir des poissons de qualité. On sait aujourd'hui que les gros poissons sont malheureusement pollués aux métaux lourds, notamment le thon. Et puis les autres, ce sont des poissons d'élevage. Je pense que la plupart d'entre vous avez déjà vu des reportages sur les fameux élevages de saumon dans les fjords de Norvège. Et ça ne donne pas franchement envie de les consommer. Hein. Ils sont bourrés d'antibiotiques, de pesticides, parce qu'ils ont des poux de mer, donc on les asperge de pesticides. Donc évidemment, quand vous allez manger des sushis, vous avez quand même beaucoup de chances de tomber sur ce type de poisson. Et puis, sachez aussi que là, on rajoute beaucoup de sucre dans les sauces. Hein. Notamment, vous savez, la petite salade. Alors, on se donne bonne conscience, on a la salade de chou, mais si vous analysez bien le goût, il y a du sucre dans la sauce du chou. Il y a du sucre avec le vinaigre pour faire le riz à sushi. Et puis, c'est aussi souvent une alimentation qui est très riche en sel. Hein. Donc, j'ai envie de vous dire modération ou en tout cas qualité. Évidemment qu'aller manger des sushis, ça peut être intéressant, mais choisissez des endroits où vous avez une certitude de la qualité. L'italien, très tentant aussi l'italien. Alors c'est assez difficile de manger diététique dans un italien. Néanmoins, on peut déjà, quoi qu'il arrive, se dire « Ok, je prends une pizza ou je prends des pâtes, mais je me commande une salade verte à côté ». On peut aussi aller vers les antipastilles de légumes. Alors vous allez me dire « Oh là là, c'est terrible, c'est plein d'huile ». Oui, mais ça reste quand même des légumes. Et puis, on a dit, et je le redis, que l'huile d'olive a vraiment beaucoup d'atouts pour la santé. Alors après, que ce soit les pâtes ou la pizza, on va plutôt que d'aller vers la 4 fromages, aller vers la 4 saisons, hein, où on va avoir des légumes dessus. Et puis pour les pâtes, on va plutôt aller, alors je ne sais pas, il y a des recettes style, je ne sais pas moi, aux légumes du soleil par exemple, plutôt que d'aller vers les spaghettis à la carbonara où vous allez avoir des lardons, de la crème, etc. Donc essayez de prendre une formule de pizza ou de pâtes où vous avez des légumes. Et puis, on ne s'achève pas avec le tiramisu. Parce que je ne sais pas si vous en avez déjà fait, mais enfin, regardez sur la boîte du mascarpone le taux de matière grasse. Alors, là encore, ce que je vous dis, évidemment qu'on peut se faire plaisir et on doit se faire plaisir. Hein. Manger, ça passe aussi par les sens, ça passe par la convivialité. Là, je suis en train de vous dire au quotidien, voilà toutes les embûches qu'il faut éviter. Hein. Mais si une fois par mois, vous avez envie de vous faire un italien et puis que vous faites la totale, eh ben, vous faites la totale. Bon. Donc tiramisu et panna cotta sont quand même des desserts extrêmement riches en calories, en graisses et en sucre. Dernière chose, il faut s'hydrater, je vous l'ai dit tout à l'heure, la seule boisson hydratante, c'est de l'eau. On peut, si on a des déjeuners d'affaires ponctuellement, consommer un verre de vin rouge. Le vin rouge contient, on en parle de plus en plus, des antioxydants et un dont on est en train d'étudier ses effets sur la santé qui s'appelle le resveratrol. Donc on peut consommer un verre de vin rouge voilà, de temps en temps. Les sodas, c'est niet. Les sodas, ils sont déjà riches en acide phosphorique. L'acide phosphorique, d'abord, ça vous abîme le tube digestif, ça vous acidifie, ça inhibe l'absorption des vitamines et des minéraux. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des gens qui sont en permanence, qui ont une mauvaise assimilation des minéraux, qui sont carencés en fer, qui sont carencés en calcium, en magnésium. Ces gens-là, il ne faut surtout pas qu'ils prennent de soda. Hein. L'acide phosphorique va empêcher l'assimilation des minéraux. Et puis, après, va se poser la question avec ou sans sucre.
Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, en gros, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. C'est-à-dire que quand il y a du sucre, évidemment que c'est mauvais. Quand il y a des édulcorants, c'est également mauvais. Il y a eu une étude faite en France sur 46 000 femmes qui consommaient 5 canettes de soda light par semaine. Alors, ça peut paraître beaucoup, mais moi, je connais des gens qui boivent que ça toute la journée. Ça veut dire une par jour, sauf le week-end. Eh bien, cette étude a montré que ça multipliait par 2,5 le risque de diabète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous mettez du goût sucré dans votre bouche, vous provoquez un leurre au niveau du cerveau. Donc, le cerveau va envoyer un message à votre pancréas en disant « Attention, pancréas, il y a du sucre qui arrive. » Donc, le pancréas va sécréter de l'insuline et au final, c'est de l'aspartame, donc ce n'est pas du sucre. Et quand vous faites ça en permanence, vous chamboulez totalement votre système insulino-glucidique. Donc, c'est pas bon. Et puis, ça fatigue les reins. Sachez aussi que ça fatigue les reins et c'est déshydratant. Ça ne vous hydrate pas. Je terminerai par le café. Le café, alors déjà, il faut se poser la question, pourquoi je bois du café? Si c'est parce que j'adore le café et que c'est mon plaisir du jour, pourquoi pas? Si je bois du café toute la journée pour me stimuler, c'est pas comme ça qu'on va régler le problème. Ça veut dire qu'on a un problème d'énergie. Alors peut-être qu'avec tout ce qu'on a vu aujourd'hui, vous allez peut-être pouvoir analyser, peut-être trop de sucre rapide qui plombe votre énergie, peut-être pas un bon sommeil. Enfin bon, après, il faut aller chercher dans l'hygiène de vie en général. Donc si on aime le café, on peut en consommer avec modération 1 à 2 fois par jour. Carburer au café peut être problématique. Pourquoi? Parce que le café, lui aussi, va irriter le tube digestif, va empêcher l'absorption des vitamines et des minéraux. Chez des personnes qui ont des problèmes digestifs, qui ont tendance à la gastrite, voire même des problèmes d'ulcères, le café est formellement déconseillé. Voilà. Quelques enseignes comme ça. J'ai des actions nulle part, mais c'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui, quand même, c'est en train de se développer ce qu'on appelle le fast good food. Donc, la plupart sont soit des bars à salade, voilà, par exemple Pur, etc. C'est une enseigne qui dit c'est cueilli aux environs, cuisiné à la maison. Bon, voilà, donc c'est quelques marques comme ça, je pense que vous en connaissez, où globalement, on sait qu'on pourra manger relativement équilibré. Et je terminerai en disant que manger, on n'est pas des poubelles. Donc manger, ça ne consiste pas juste à se remplir. Hein. Donc il faut essayer de manger en conscience et de voilà, d'avoir conscience que quand on mange, c'est fait pour se faire du bien, c'est fait pour se faire plaisir, mais c'est aussi fait pour se faire du bien. Donc il faut se poser. C'est vrai que on a tendance, quand on mange sur le pouce, à être devant son ordinateur, à avaler son sandwich. C'est pas bon, voilà. Même si on n'a qu'un quart d'heure, peut-être essayer d'aller manger dans un endroit calme, pourquoi pas d'aller manger dehors, mais voilà, de faire un petit break et de ne faire que manger. Voilà. Et puis, dernière chose, la nature nous a donné des dents. Ces dents, elles sont faites pour mâcher nos aliments. Donc il faut savoir que la mastication va d'une part broyer vos aliments et d'autre part, dans la salive, vous avez des enzymes qui vont permettre de prédigérer tous les amidons, donc tout ce qui est pain, pâtes, riz, etc. La prédigestion de ces amidons doit se faire au niveau de la bouche. Donc si vous zappez la mastication et l'insalivation quelque part, ces aliments ils vont se retrouver dans l'estomac non prédigérés et vous avez de grandes chances pour que quand ça arrive dans l'intestin, là encore, ça fasse fermentation, ballonnement et vous n'allez pas vous sentir bien. Donc rappelez-vous que se nourrir, ça doit être garant d'énergie, de vitalité, de bien-être et de santé. Et que votre alimentation, elle ne doit pas plomber votre énergie, elle ne doit pas vous rendre malade, elle ne doit pas vous donner plein de troubles digestifs, elle doit au contraire vous maintenir en forme. C'est ça le but d'une bonne alimentation. Et souvenez-vous aussi que moi, je reçois beaucoup de gens dans mes consultations qui ont des troubles digestifs, alors pas forcément graves, mais en fait, ils s'habituent à vivre avec. Être tout le temps ballonné, avoir tout le temps des crampes d'estomac, être ou toujours constipé ou avoir un transit tout le temps rapide, c'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, il faut aller chercher du côté de l'assiette, évidemment, mais il faut aller chercher aussi du côté du mode de vie. Et dans le mode de vie, il y a le stress
stress, et ça, c'est effectivement quelque chose qui va avoir beaucoup d'influence sur notre alimentation. J'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention, et puis si vous avez des questions, je peux répondre. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, merci pour l'exposé. Juste une question, vous avez parlé du café, j'imagine que le thé c'est assez similaire. On dit qu'en plus, pour tout ce qui est le fer, etc., ça a un impact, le thé contient de la théine, qui est une cousine de la caféine. C'est un peu moins chargé que le café, donc on peut... C'est pareil, il y a des gens qui boivent du thé toute la journée. Alors j'ai envie de dire, si on boit du thé, déjà il faut aller plutôt vers du thé vert. Pourquoi ? Parce que, le thé vert est beaucoup plus light en théine, et deux, le thé vert contient ce qu'on appelle le ECGG, qui est un antioxydant très, très intéressant. Donc voilà, le thé peut être le thé vert est à privilégier par rapport au thé noir, et j'ai envie de vous dire encore mieux, des infusions à base de diverses plantes qui peuvent, elles, pour le coup, avoir des actions bénéfiques. Alors ça peut être sur la digestion, sur le stress, etc. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question ? Oui, merci. J'ai une question par rapport à l'eau. Vous dites c'est la boisson à privilégier. Est-ce que l'eau pétillante a les mêmes... c'est la même chose ou pas ? Non, c'est pas la même chose. D'abord parce que souvent les eaux pétillantes sont rarement naturellement gazéifiées. Enfin, il y en a, mais souvent c'est une eau qu'on a un peu trafiquée. Et puis là encore, ça ne fait que faire rentrer de l'air dans votre estomac. Alors là encore, je dirais, tout dépend de vos performances digestives, mais vraiment l'eau idéale. Alors, si on veut parler, je vous ai parlé du pain idéal. Je vais maintenant vous parler de l'eau idéale. L'eau idéale, on considère qu'elle est censée nous nettoyer. Elle doit nous drainer et éliminer toutes nos toxines, nos déchets, etc. Imaginez-vous qu'en fait, on est une grande baignoire. On est composé entre 70 et 80% d'eau. On est une grande baignoire et nos 10 000 milliards de cellules, elles flottent dans la baignoire. Donc, imaginez que si l'eau de votre baignoire, c'est de la boue ou c'est de l'acide, les cellules, elles ne vont pas très bien fonctionner. D'accord ? C'est une image un peu... mais enfin bon, c'est assez parlant. Donc, c'est important de s'hydrater, c'est-à-dire de maintenir le niveau de la baignoire, mais aussi que la qualité de l'eau soit bonne. Donc, idéalement, il faudrait boire une eau peu minéralisée, type plutôt soit des eaux de source, ou alors après il y a des gens qui vont boire ce qu'on appelle la cristalline, c'est une eau de source, la Montroucou ou la Rosée de la Reine, voilà, qui sont des eaux très peu minéralisées et qui vont avoir un effet extrêmement drainant dans l'organisme. L'eau du robinet, c'est pas top, quoi. Alors, ça dépend déjà de la région, mais même si elle est considérée comme potable, il y a quand même pas mal de résidus dedans. Alors, j'ai envie de vous dire, même dans l'eau en bouteille, on s'est rendu compte qu'il y avait tout un tas de choses. Après, voilà, si pour les jusqu'au boutiste, on peut filtrer son eau, la dynamiser, mais enfin bon, là, on rentre dans des choses un petit peu extrêmes, mais c'est vrai que même l'eau en bouteille de source, on sait qu'aujourd'hui, malheureusement, que les nappes phréatiques sont polluées par des médicaments, par des antibiotiques, par des contraceptifs, et que ça se retrouve aussi dans l'eau qu'on boit. Voilà. Donc, l'eau du robinet, je dirais à minima au moins la filtrer avec des filtres à charbon. Alors, ça va pas tout enlever, mais enfin ça va quand même nettement l'améliorer. Vous n'avez pas parlé beaucoup des fromages et des produits laitiers. Alors, j'en ai pas parlé, c'est vrai, parce qu'on pourrait presque faire une conférence juste là-dessus.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire rapidement sur les produits laitiers? La première chose qu'on peut dire, c'est qu'ils n'ont pas l'exclusivité de nous apporter le calcium. D'accord. Si vous avez une alimentation riche en fruits, en légumes, en graines oléagineuses comme les amandes par exemple, etc., tout ça va vous apporter du calcium. Donc ça, c'est la première chose. Ça aussi, c'est une idée à s'enlever de la tête, de dire si je ne mange pas mes 3 yaourts par jour, je vais m'écrouler sous l'ostéoporose. Hein. Bon. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que les produits laitiers, globalement, après, il y a des fameux produits light, mais que je ne conseille pas parce que quand on allège un produit, qu'on enlève le gras, on va y rajouter quoi pour donner de la substance, de la matière? On va rajouter des amidons. Donc on enlève du gras d'un côté, on rajoute du sucre de l'autre. Bon. Donc, mais d'une façon générale, les produits laitiers sont quand même des produits gras, riches, 1, en acides gras saturés, 2, riches en acides gras oméga 6, dont on sait pour l'un comme pour l'autre qu'ils ne sont pas favorables à la santé en général et à la santé cardiovasculaire en particulier. Après, on peut parler de la qualité des produits. Alors, il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui tolèrent de moins en moins les produits laitiers. Alors, les problèmes des intolérances aux produits laitiers peuvent venir d'une part du lactose, qui est le sucre qu'on va trouver dans les produits laitiers, qu'on va trouver dans le lait et puis un peu moins dans les yaourts et plus du tout dans les fromages. Donc le lactose est une première forme d'intolérance. Et puis la deuxième forme d'intolérance qui est beaucoup plus sournoise. Alors le lactose en général, on mange ou on boit le produit et puis assez rapidement on a une réaction d'inconfort. Bon. Mais l'autre forme d'intolérance, ce sont les caséines, qui sont les protéines contenues dans les produits laitiers, qui sont des cousines des protéines qu'on trouve dans les céréales, comme le gluten. Donc on sait aujourd'hui, il y a de plus en plus d'études qui montrent que ce sont ce qu'on appelle des peptides, que nos enzymes digestives ont beaucoup de mal à les découper, qu'on les digère mal et que ça peut générer des problèmes d'irritation, de perméabilité intestinale. Ensuite, après, il y a la qualité des produits laitiers qu'on va consommer. Alors, il y a eu le salon de l'agriculture récemment et je suis tombée sur un reportage où en fait on remettait des prix à ces vaches dites Holstein. Qui sont, c'est plus des vaches, quoi, c'est des Robocop. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est des robots à produire du lait. Donc tout ça a un prix dans notre assiette. C'est-à-dire que ce sont des vaches qu'on va d'abord bourrer d'antibiotiques, qu'on va mettre en procréation permanente, parce que on le sait. Il y a des mamans dans cette salle qu'a priori on a du lait en tant que mammifère quand on donne naissance. Donc il y a aussi la qualité de ces produits laitiers. Donc là encore, je dirais, ma réponse ce serait de dire, si je ne suis pas intolérant, si j'aime les produits laitiers, je peux en consommer 1 à 2 par jour, mais pas 3 à 4. On a aussi beaucoup d'études qui montrent que les produits laitiers sont pro-inflammatoires, et notamment pour tout ce qui est articulaire. Donc si vous avez des débuts d'arthrose, si vous faites des tendinites à répétition, arrêtez les produits laitiers, puis vous verrez peut-être la différence. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Oui, bio. Complet, bio au levain. Alors, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, effectivement, le sans gluten se démocratise. Alors, à tort ou à raison, je ne vais pas en parler maintenant. Mais en tout cas, si pour une raison ou pour une autre, on ne mange pas de gluten, le piège, c'est effectivement d'aller vers tous les substituts dits sans gluten. Alors, si vous regardez la composition de ces aliments, biscuits, gâteaux, etc., vous verrez qu'ils sont composés majoritairement de maïs, de riz, de tapioca et de pommes de terre. Tout ça, vous vous rappelez ma courbe rouge,
c'est là-haut, là-haut, là-haut. C'est-à-dire que tous ces aliments sans gluten sont des aliments à index glycémique extrêmement élevé. Donc j'ai envie de dire, pour schématiser un peu, j'avais des problèmes digestifs, je me suis mis au sans gluten, j'ai plus de problèmes digestifs, mais j'ai pris 5 kilos. Hein. C'est un peu ce qui risque de se passer. C'est aussi la grande mode de la galette de riz. Hein. Ça remplace souvent, on se dit, ah bah c'est pratique, la galette de riz. La galette de riz, ça a un index glycémique extrêmement élevé. Donc là aussi, attention si on est exclusivement sans gluten, d'aller plutôt vers des pains de sarrasin ou des pains... de toute façon, si on est exclusivement sans gluten, il n'y a pas beaucoup de choix, mais au moins que ce soit par exemple riz sarrasin, et puis des pains qu'on achète dans des boutiques bio, mais pas les trucs de supermarché. Là, il y a une marque qui se répand partout qui s'appelle Genius, je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous. C'est une marque anglaise, donc c'est du pain de mie sans gluten. Lisez la composition, c'est effrayant. Alors, je vous ai parlé du maïs, du riz, du tapioca et de l'amidon de pomme de terre, mais vous avez en général beaucoup d'additifs dedans. Donc voilà, là encore, il y a la problématique du sans gluten et il y a la problématique de l'aliment totalement dénaturé, industriel, qui nous apporte pas grand-chose, voire d'autres problèmes, quoi. J'ai répondu à votre question ? Alors, ce qu'il faut savoir, je vais répondre... particulièrement pour le magnésium, c'est le minéral dont on est quasiment tous carencés. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous stressés. C'est-à-dire que même quelqu'un qui dit « Ah non, moi ça va, je ne suis pas stressé », globalement, sauf si on vit sur une île déserte ou vraiment au milieu de la campagne et qu'on a zéro source de stress, mais rien que de monter dans sa voiture, d'être dans les embouteillages, de devoir répondre à ses mails et à son téléphone, tout ça, c'est quand même des sources de stress. Et donc, il faut savoir que quand vous êtes stressé, vous sécrétez de l'adrénaline, que l'adrénaline va entraîner une contraction musculaire et qu'à l'issue de cette contraction musculaire, vous allez perdre votre magnésium. Le magnésium va se retrouver dans le sang, puis dans les urines, et donc c'est comme ça qu'on est dans une sorte de cercle vicieux où on est stressé, on perd son magnésium, on a moins de magnésium, on est de plus en plus fatigué, fatigable, puisque je vous ai dit que pour fabriquer de l'énergie dans la cellule, il fallait du magnésium, et donc on est un peu dans une spirale infernale. D'une façon générale, moi je ne suis pas pour les espèces de cocktails de vitamines, et surtout, retenez quand même ça, ceux qui contiennent systématiquement du fer et du cuivre. Le fer est un minéral extrêmement important, on en a besoin, donc il ne faut pas être carencé, mais en revanche le fer est très oxydant. Donc il ne faut surtout pas en avoir en excès, et notamment sur un terrain pré-cancéreux, le fer, ça peut être une bombe oxydative terrible. Donc il n'y a aucune raison d'aller se supplémenter en fer si on n'en a pas besoin. Sachez que globalement, à part les femmes qui peuvent avoir par exemple des menstruations extrêmement abondantes, ou une femme enceinte qui, elle, va potentiellement avoir besoin de fer, les carences en fer et de surcroît chez vous, messieurs, sont très rares. Très rares. Donc, aucune raison de se supplémenter en fer si on n'en a pas besoin. Donc, ma réponse serait les compléments comme ça, un peu fourre-tout, et de surcroît qui contiennent du fer et du cuivre, c'est pas une bonne chose. Le magnésium, vous pouvez vous complémenter sans aucun problème. En plus, il n'y a pas aucun problème de surdosage. Et puis après, alors la vitamine D, il faut aller... alors, son dosage n'est plus remboursé, donc soit vous demandez quand même à votre médecin au milieu d'une autre analyse de vous la doser, sinon vous pouvez rentrer dans n'importe quel laboratoire, demander un dosage, ça doit coûter 12 ou 15 euros. Et puis si vous êtes en carence de vitamine D, je vous invite vraiment à vous supplémenter parce que ça fait partie aujourd'hui dans les études de la vitamine préventive de tout un tas de pathologies. Du coup, c'était pour... je vais un peu rebondir là-dessus. Je ne vois pas qui me parle. Ah oui, bonjour. En fait, on nous parle beaucoup d'AJR, donc les apports journaliers recommandés. Et en ce moment, il y a une tendance qui est les AOJ, donc c'est apport optimal journalier.
Et justement, sur apport optimal, j'ai pas compris. Journalier. Oui. Et en fait, sur des vitamines comme la vitamine D, c'est des doses jusqu'à 1000 fois supérieures à ce qui est recommandé. Oui. Donc, alors, effectivement. Est-ce qu'il y a des limites au niveau surdose Alors, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais je crois que c'est toxique à partir de 10 000 unités internationales par jour. Et encore, je me demande si ce n'est pas plus. Alors, l'Académie... en France, on est sur une dose journalière de 200 unités internationales, qui est beaucoup trop faible. L'Académie de médecine recommande, alors après ça dépend parce qu'il y a des tranches d'âge aussi, hein, mais enfin bon, on va dire que sur hommes-femmes 20-50 ans, hein, on va prendre cette classe-là, on va être à peu près, ce qui est conseillé par l'Académie de médecine, c'est 800 unités internationales par jour, donc déjà c'est quand même 4 fois plus que les dosages qu'on nous donne. Et puis, à partir de 50 ans, on recommande de se supplémenter en vitamine D de façon quotidienne. Et en nutrithérapie, on est effectivement sur des doses à plutôt 2000 unités internationales par jour. Voilà. Sachez aussi que quand vous prenez l'ampoule que donne en général le médecin, vous prenez 100 000 unités internationales d'un coup, et que ce n'est absolument pas physiologique. Hein. C'est un petit peu comme si votre réservoir de voiture faisait 50 litres et que vous essayez de lui en mettre 150. Hein. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va se passer? On va observer dans les 15 jours qui vont suivre la prise de la vitamine une augmentation de votre taux de vitamine D. Et là où c'est sournois, c'est que dans les semaines qui suivent, le taux non seulement va redescendre là où vous étiez, mais souvent il va redescendre en deçà. Donc sachez que ce n'est pas physiologique de donner autant d'un coup et que c'est mieux de donner un apport journalier. Et puis souvent, alors après je ne vais pas citer de marque, mais dans la petite ampoule dans la boîte orange, il y a des excipients extrêmement douteux qui n'ont, une fois de plus, pas grand-chose à faire là-dedans. Voilà. Allez-y, monsieur. Vous êtes où? Ah. Alors, à votre avis? Oui, c'est vrai que j'en parle pas beaucoup. Alors, bon, il y a eu très récemment une étude très sérieuse sur la surconsommation de viande rouge. On sait qu'il y a quand même à la fois un risque de cancer colorectaux. Après, ça va aussi dépendre, une fois de plus, de la qualité de la viande que vous allez consommer. Mais globalement, les viandes et les charcuteries sont riches en graisses dites saturées, sont riches en graisses dites oméga 6, donc pas du tout favorables à la santé cardiovasculaire. Après, c'est pareil, on ne va pas ne jamais en manger. Mais l'idée, c'est plutôt de dire on mange de la viande rouge 2 fois par semaine, mais on va manger de la très bonne viande rouge. Voilà. Charcuterie. Alors après, je fais une petite parenthèse pour ce qui est du canard et de l'oie, qui ont la particularité. Alors, on peut dire que quand on mange un magret de canard, ça s'approche quand même de la viande rouge. Hein, c'est pas comme un blanc de poulet. L'avantage de l'oie et du canard, c'est que ce sont des animaux qui sont riches en graisses bénéfiques, qui sont les fameuses oméga 9. Donc, c'est la même famille que l'huile d'olive. Donc, quitte à manger de la viande rouge, peut-être manger de temps en temps du bœuf, etc. Mais aller aussi, pourquoi pas, vers l'oie, on en mange rarement, mais plutôt vers le canard. Voilà. Et puis les charcuteries, il y a du sel, ça peut être fumé, il y a des nitrites. Enfin bon, après, là encore, tout va dépendre de la qualité de la charcuterie. Mais moderato, voilà, pour le plaisir. Pas d'autres questions? Merci Emmanuelle. Merci à vous. Toutes et tous d'être venus nombreux. Et je vous rappelle, la première journée des plantes, jeudi midi au CE Rocade. Venez nombreux parce qu'en plus ça vaudra le coup. Et voilà, à jeudi donc. Et bon après-midi.